le feu des critiques accusées de laxisme. L'IGPN, 4 lettres pour Inspection générale de la police. À chaque nouvelle affaire de violence policière, elle est en première ligne pour enquêter. Il y a la question de l'IGPN qui est posée, présidée par une personnalité indépendante. Pourquoi pas? Je pense qu'on ne peut pas parler de l'IGPN si on ne parle pas de structure et de système. Est-ce que l'IGPN fait à chaque fois son travail? La réponse est probablement non. Est-ce qu'elle ne le fait jamais? La réponse est non. Bonjour à toutes et à tous. Existe-t-il une impunité policière en France? Depuis l'irruption de la question dans le débat public, une critique revient sans cesse. Les policiers, lorsqu'ils font un usage abusif de la force, manquent à l'éthique ou commettent une bavure, seraient peu ou pas sanctionnés. Pire, ils seraient même couverts. Et en ligne de mire de cette critique, il y a une institution, l'IGPN, la police des polices. C'est une question éminemment clivante qui fait intervenir des acteurs méconnus du grand public. Entre le déni des uns et les explications simplistes des autres, nous, on va essayer d'apporter un éclairage en interrogeant le contrôle de la police. Comment celle-ci est contrôlée en France? Peut-on pointer des dysfonctionnements? Et surtout, où se situe-t-il dans l'appareil judiciaire et administratif? Nous allons retracer le chemin qui mène de la suspicion de bavure à la sanction ou à l'absence de sanction. Donc tout ça, c'est ce que je vous propose de faire dans cette vidéo de Blast. Alors on commence par les bases. L'IGPN, c'est 285 agents, une centaine d'enquêteurs, des auditeurs, des juristes et un magistrat qui contrôle l'action de la police nationale. Pour les gendarmes, on parle de l'IGGN. L'IGPN n'a aucun pouvoir de sanction. C'est important et on va y revenir. Ces agents bouclent les enquêtes et les transmettent à la justice ou l'autorité administrative. Là encore, la précision est importante. L'IGPN mène à la fois des enquêtes judiciaires, diligentées par la justice, et des enquêtes administratives, c'est-à-dire à la demande du ministère de l'Intérieur ou du préfet. On a donc deux visions antagonistes de cette institution qui s'opposent. D'un côté, l'IGPN, sous le feu des critiques, est accusée de systématiquement blanchir les policiers mis en cause. Ah bah ça alors, c'est propre. Maman, t'as gagné! Nous étonnera toujours, toi. De l'autre, les policiers décrivent l'IGPN comme un organisme intransigeant, qu'ils craignent même. D'où leur surnom dans les commissariats, les bœufs-carottes, comprendre ceux qui font mijoter longtemps les ripoux pendant les interrogatoires. Peut-on dire que la police est peu sanctionnée en France? Dès le début, ça part mal. Il n'y a aucune statistique globale et officielle des sanctions contre la police. Les données sont rares et surtout, elles ne permettent pas de rentrer dans les détails. Pour faire ce bilan, nous sommes condamnés, si j'ose dire, à prendre les chiffres publiés dans les rapports annuels de l'IGPN. En épluchant ces rapports, on arrive au constat suivant. Depuis le début du quinquennat, au hasard, l'IGPN a clôturé et transmis à la justice 4849 enquêtes. La moitié concernait des violences volontaires. Et en parallèle, l'institution a clôturé 839 enquêtes administratives. En tout, 260 agents ont été exclus définitivement de la police. Donc, d'après les chiffres officiels, un peu plus de 5% de toutes les enquêtes confondues de l'IGPN aboutissent à une exclusion. Une fois que l'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. C'était vraiment très intéressant. Impossible de mettre ces chiffres en perspective. Est-ce que ce pourcentage est faible? Important. Pêle-mêle dans ces chiffres, on a les affaires de ripoux et celles beaucoup plus politiques qui concernent la doctrine du maintien de l'ordre et l'usage de la force. Une autre source pour appréhender le problème peut être le défenseur des droits. Pour rappel, le défenseur des droits est une autorité administrative indépendante qui peut être saisie par toute personne qui s'estime lésée dans ses droits par une administration de l'État. Depuis 2017, il y a eu 6867 saisines. Ces chiffres, qui sont les seuls disponibles, doivent être encore tempérés puisqu'une très faible proportion des signalements de citoyens à l'IGPN donne lieu à une enquête. On parle de moins de 1%. Et même le président de la République paraît conscient qu'il y a un problème de transparence autour du contrôle de la police et du travail de l'IGPN. Le 14 septembre, à l'issue du Beauvau de la sécurité, Emmanuel Macron a fait des annonces dans ce sens. Je souhaite que nous avancions sur plusieurs sujets qui correspondent d'ailleurs à la maturité sur ces questions de déontologie, de contrôle interne, et qui est le pendant d'un plus grand investissement dans la formation que j'évoquais. C'est pourquoi les rapports de l'IGPN et de l'IGGN seront désormais rendus publics. Et derrière les chiffres globaux, il y a aussi les cas emblématiques, ceux qui frappent l'opinion et qui alimentent la défiance de la population. Petit récapitulatif, évidemment non exhaustif. Le 21 juin 2019, Steve Maia Canisso, 24 ans, participe à une soirée techno sur l'île de Nantes. Vers 4h30,
Une intervention policière ayant pour but de disperser les fêtards entraîne la chute de plusieurs personnes dans l'eau. 12 personnes sont repêchées dans la Loire. Le corps de Steve est repêché dans le fleuve un mois plus tard. L'affaire est en cours, pas de condamnation pour l'instant, mais le commissaire divisionnaire Grégoire Chassin, qui commandait l'opération, et Joanne Mougeot, directeur de cabinet du préfet de Loire-Atlantique, ont été mis en examen pour homicide involontaire. Le 3 janvier 2020, Cédric Chouviat, livreur de 42 ans, est contrôlé à Paris. Les policiers décident de l'interpeller pour outrage et réalisent une clé d'étranglement et un plaquage ventral, une technique interdite dans une majorité de pays européens, à l'exception notable de la France à cette époque. Il fait un malaise cardiaque et meurt 2 jours plus tard à l'hôpital Georges Pompidou. La scène a été filmée. 3 des policiers sont mis en examen pour homicide involontaire. Aucun n'a été suspendu et l'affaire est toujours en cours. Le 21 novembre 2020, Michel Zecler, producteur de musique de 41 ans, est très violemment interpellé par les policiers pour non-port du masque. Il est tabassé et aura en tout 180 jours d'ITT. Les policiers déclarent qu'il s'est rebellé. Problème, la vidéosurveillance prouve qu'il mente. Devant le retentissement de l'affaire, Gérald Darmanin exige que les policiers soient suspendus pour 4 mois et mis en garde à vue. Cette affaire est, elle aussi, toujours en cours. Et il y a aussi le cas de Samir, interpellé en avril 2021 à Saint-Denis. Il se jette dans la Seine pour essayer de s'enfuir. Encore une fois, grâce à une vidéo, on découvre des policiers hilars prononcer des phrases racistes. Deux policiers viennent d'être sanctionnés de 5 jours d'exclusion ferme. Ils seront également jugés en novembre au tribunal. Et puis, il y a les Gilets jaunes, 3 ans après le début du mouvement. Ne me dis pas que la ville de Paris savait pas qui... Arrêtons-nous un moment sur le bilan des Gilets jaunes. Amnesty International estime qu'environ 3000 manifestants ont été blessés au cours de ce mouvement. Les forces de l'ordre, elles, parlent de 1800 fonctionnaires blessés. Entre novembre 2018 et octobre 2020, l'IGPN a été saisie de 456 enquêtes pour violence. 406 ont été bouclées et transmises à l'autorité judiciaire. Sur ces 406, 295 ont fait l'objet d'un classement sans suite, soit 76% des enquêtes. C'est-à-dire que l'autorité judiciaire a conclu à la légitimité de la violence ou qu'il était impossible d'identifier les agents et de caractériser les faits. 19 fonctionnaires de police ont fait l'objet de poursuites et actuellement, 3 policiers ont été condamnés, l'un pour avoir jeté un pavé, un autre pour avoir aspergé de gaz lacrymogène un homme en fauteuil roulant et le dernier pour avoir frappé des manifestants. Et enfin, on peut citer l'affaire Zineb Redouane. Le 2 décembre 2018, cette dame, âgée de 80 ans, décède dans un hôpital de Marseille. La veille, au cours d'affrontements entre manifestants et policiers près du Vieux-Port, lors d'un acte des Gilets jaunes, elle est touchée au visage par une grenade lacrymogène qui explose dans son appartement situé au 4e étage. Cette affaire, toujours en cours, représente très bien la complexité à traiter du sujet du contrôle de la police. Dans ce dossier, les policiers affirment que le tir était réglementaire, c'est-à-dire en cloche. Cette version est mise à mal par de nombreux éléments, notamment une reconstitution vidéo du site Disclose. Ces éléments ont conduit l'IGPN à identifier les policiers responsables et surtout à préconiser leur convocation à un conseil de discipline, ce qui signifie qu'il y a bien une faute professionnelle et qu'elle est d'un niveau de gravité suffisante pour justifier une telle convocation. Et puis rien. Frédéric Vaux, le directeur général de la police nationale, a décidé de classer le dossier sans prendre la moindre sanction au-delà d'un stage de formation continue pour les 2 CRS concernés. Là, on touche à un point très important de notre sujet. L'IGPN, c'est le maillon d'une chaîne. Parfois, elle peut classer un dossier, mais en définitive, même si elle préconise de poursuivre un fonctionnaire, elle n'a aucun pouvoir de sanction. Les critiques envers l'IGPN ont tendance à considérer que son travail est par nature biaisé. Mais lorsqu'on demande aux gens qui ont eu directement affaire au bœuf-carotte, l'avis est souvent plus nuancé. C'est le cas de Nicolas M. C'est le vidéaste qui a filmé le passage à tabac des Gilets jaunes dans le Burger King en décembre 2018. Il raconte son audition. J'ai été convoqué 4 ou 5 fois donc pour des policiers mis en cause. Ce que j'ai pu constater, c'est qu'effectivement, les policiers qui ont mené l'enquête, pour moi, je pense qu'ils l'ont fait de manière scrupuleuse, vont vraiment dans les détails. Et j'ai passé quelques heures avec l'enquêteur à visionner des caméras de la préfecture. Bon, pour cette affaire, c'est quand même un peu particulier, parce que c'est une affaire qui est sortie dans la presse. Donc,
ce policier, il était quand même obligé de mener une enquête, entre guillemets, exemplaire, et il y aura un procès. Ça, c'est sûr. Oui, il y aura un procès. Tous les CRS qui étaient dans le Burger King ont tous été identifiés. L'IGPN dépend du ministère de l'Intérieur et est composé d'anciens policiers lambda. On a donc d'un côté une tutelle et de l'autre un esprit de corps supposé entre les enquêteurs et les policiers mis en cause. Ce sont ces deux dimensions qui sont les plus critiquées. Mais comme souvent, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Si on veut être rigoureux sur cette question, il faut certes parler de l'IGPN, mais il faut aussi parler du parquet, de l'autorité administrative et enfin du politique. Parce que dans ces rares communications, on comprend bien que l'IGPN a un peu l'impression d'avoir le dos large dans cette histoire et de payer les pots cassés d'un système entier. Vous allez dire que je suis loin de la question de l'indépendance de l'IGPN, mais ce n'est pas l'IGPN qui sanctionne les policiers, ce n'est pas l'IGPN qui condamne les policiers. Aujourd'hui, l'autorité indépendante, c'est le défenseur des droits. Nous ne sommes qu'un organe interne de contrôle qui est indispensable au fonctionnement et à la mise en œuvre de la déontologie au sein de la police nationale. Pour mieux comprendre comment ces différentes entités interagissent, et surtout qui décide vraiment de sanctionner ou non la police, j'ai échangé avec Frédéric Charpier, qui vient de sortir un livre sur l'IGPN, et Sarah Massoud, la secrétaire nationale du syndicat de la magistrature. Petit aparté, si vous avez été attentif jusque-là, vous allez peut-être vous dire qu'il manque un interlocuteur, l'IGPN elle-même. Eh bien, vous avez tout à fait raison, et je le déplore, mais ce n'est pas faute d'avoir essayé. Après de nombreuses relances, ni le cabinet du ministre de l'Intérieur, ni le service de com de la police nationale ne m'ont laissé interroger des fonctionnaires de l'IGPN. Et les syndicats de police n'ont pas été plus coopératifs. On va quand même essayer d'être le plus complet possible, promis. Est-ce que l'IGPN est une institution au-dessus de tout soupçon ? Aucune institution n'est au-dessus de tout soupçon. Aucun journal n'est au-dessus de tout soupçon. Aucune entreprise n'est au-dessus de tout soupçon. Pourquoi l'IGPN échapperait à ça ? Non, l'IGPN, alors bien sûr, dans le livre, j'ai fait comme on fait un banc d'essai. Pour une bagnole, on essaye de le tester, les qualités, les points forts, les points faibles. L'IGPN a des points faibles, comme elle a aussi des points pas forts, c'est peut-être exagéré, mais des points qui sont tout à fait honnêtes et respectables. Je veux dire, par là, dans l'intérêt d'un service de police, ils servent à quelque chose. Et ils sont pas toujours à côté de la plaque, je dirais même, ils sont souvent un peu dans ce qu'il faut dire et faire. Bon, après, nul n'est à l'abri de la critique. Je pense que de se focaliser sur l'IGPN, c'est peut-être pas le bon biais pour pouvoir réfléchir à ce que c'est que l'IGPN, parce que justement, on aboutit à ce type de dichotomie tout blanc, tout noir, qui, à mon avis, ne fera pas avancer le débat. Je pense qu'on ne peut pas parler de l'IGPN si on ne parle pas de structure et de système. Bien sûr que dans l'IGPN, il y a des enquêteurs qui sont de très grande qualité, il y a des très bonnes investigations qui sont menées. Moi-même, quand j'étais juge d'instruction, j'ai travaillé avec l'IGPN, et je peux vous dire que j'ai travaillé avec des policiers qui étaient impeccables en termes de connaissance de procédure pénale, qui étaient impeccables en termes de loyauté, qui étaient impeccables aussi sur la question dont ils pouvaient aussi ressentir la pression hiérarchique et tout ça. Donc du coup, j'ai envie de vous dire que c'était des investigations qui étaient de qualité. Et puis en même temps, vous avez, d'un point de vue de la structure, d'un point de vue institutionnel, une entité qui dépend directement du ministère de l'Intérieur. Et donc forcément, dans les habitus, dans le travail policier même intrinsèque de ces enquêteurs, il va y avoir des biais dont ils peuvent avoir conscience et des biais dont ils parfois n'ont pas conscience. Forcément, lorsque l'on veut avoir tel ou tel poste, lorsqu'on veut pouvoir progresser dans ses fonctions, lorsqu'on veut après peut-être quitter l'IGPN, enfin bref, avoir une carrière et tout ça, forcément on va vouloir un peu plaire à sa hiérarchie. Donc il y a des allers-retours possibles. On ne fait pas des carrières entières à l'IGPN. Tout à fait. On est policier avant, ensuite on va à l'IGPN et on peut redevenir policier lambda, entre guillemets, après de passer à l'IGPN. Complètement. Et donc du coup, vous voyez bien que comme il y a cette hiérarchie, comme il y a aussi ces effets de carrière, et comme aussi il y a énormément de pression d'en haut, du ministère, du cabinet, et notamment des pressions politiques, parce que forcément l'IGPN traite parfois de dossiers qui sont sensibles, et ben vous voyez bien que ces biais-là, qui sont des biais politiques et de système, vont forcément influer sur la manière dont ces investigations-là vont être menées. Donc du coup, vous avez à la fois les hommes, qui sont ce qu'ils sont et qui, pour beaucoup, sont des hommes de qualité, des policiers de qualité, mais des hommes qui sont
et qui travaillent au sein d'une structure qui pose problème d'un point de vue institutionnel. Et là, j'ajouterais même, puisqu'on est dans ce domaine-là, et ça je le sais par des témoignages qui me sont revenus directement de l'IGPN, il y a quelques années, enfin ça remonte à 2-3 ans, c'est qu'il y avait eu une décision au niveau du cabinet ministre de ne pas ouvrir trop d'enquêtes. Pourquoi ? Parce que si vous voulez pas donner une image dévalorisante de la police, vaut mieux pas trop en remettre. Et ça, si vous voulez, c'est intéressant, parce que d'un côté, vous aviez l'IGPN qui disait il faut ouvrir, et de l'autre qui disait oh là là, arrêtez, on en a déjà pas mal comme ça. Donc il y avait une forme de saturation aussi au niveau de certaines affaires qui fait que voilà. Donc est-ce que l'IGPN fait à chaque fois son travail ? La réponse est probablement non. Est-ce qu'elle ne le fait jamais ? La réponse est non. Donc on est bien dans une zone, effectivement, où il faut réinterpréter, mais là c'est notre rôle, si j'ose dire, enfin tous ceux qui ne sont pas directement impliqués, de faire la part des choses, de critiquer, d'apporter des éléments, et puis des éléments, de véritables éléments. Donc vous dites qui est responsable ? Je dirais un peu tout le monde, mais par contre, il y a des affaires où visiblement la justice est peut-être plus responsable que la police. Parce qu'au fond, au final, c'est elle qui a le dernier mot. Et si la justice ne décide pas de trancher, de poursuivre, c'est pas la police qui va le faire, c'est pas son rôle. La police, elle est là pour traduire, comme on dit vulgairement, des responsables, des coupables devant des juges qui après vont... mais alors, si la justice décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, voilà, donc c'est plutôt vers la justice qu'on devrait... Et encore, quand j'ai la justice, vers les parquets. Oui. Le parquet. Et là, le parquet, on est assez vite dans le côté politique des choses. C'est un vrai sujet. La question de l'indépendance du parquet et notamment la question du traitement judiciaire des violences policières. Je pense que tant qu'on n'aura pas un parquet indépendant, tant que les gouvernements ne procéderont pas à une réforme constitutionnelle pour rendre totalement indépendants les parquets, parce que je vous le rappelle, la hiérarchie parquetière est nommée par le pouvoir en place, par la chancellerie, par le ministre de la Justice. Il y a juste un avis du Conseil supérieur de la magistrature, mais pas un avis conforme, un avis simple. Donc du coup, on a la hiérarchie parquetière qui dépend directement du ministre, donc du pouvoir exécutif. Donc tant qu'on n'aura pas ce lien, ce cordon ombilical qui sera coupé, forcément, on aura une indépendance, en tout cas une apparence d'indépendance qui va être soumise à discussion. Donc déjà, ça c'est le premier point. C'est compliqué ce que vous me dites. Vous me dites l'IGPN, il y a un cordon ombilical entre le ministère de l'Intérieur et l'IGPN, et il y a un cordon ombilical entre le parquet et le ministère de la Justice. Tout à fait. Donc on a quand même deux entités qui ont des liens hiérarchiques très forts et qui vont forcément influencer la manière dont l'enquête va être menée. Donc c'est pour ça que je vous posais la question de est-ce qu'il ne faudrait pas que la police judiciaire, une partie de la police, soit directement rattachée au ministère de la Justice pour que ces affaires-là ne soient pas traitées avec la pression de la hiérarchie du ministère de l'Intérieur, mais soient traitées uniquement par les juges. Et c'est pour ça que, du coup, pour sauter l'échelon du parquet, qui pourrait faire les premières investigations. Nous, on pense que dans ces affaires-là, qui sont des affaires sensibles, qui sont des affaires très graves, la plupart du temps, ça soit un juge d'instruction qui soit saisi. La solution, ce serait le juge d'instruction. Tout à fait. Nous, au syndicat de la magistrature, dans ce type de dossier, où justement, tant que le parquet ne sera pas indépendant, je ne dis pas que les parquetiers, ils suivent les ordres, ils font n'importe quoi, ils ne savent pas enquêter. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Comme j'ai pas du tout dit que les policiers de l'IGPN étaient des policiers qui bâclaient leur travail et qui n'œuvraient que dans un sens et qui n'enquêtaient qu'à charge. C'est pas ça la question. Là, je parle d'un point de vue politique. Ça veut dire quoi ? Des liens hiérarchiques et tout ça. Dans la majorité des cas, les enquêtes, elles sont très bien menées par des gens de qualité. C'est pas ça, la connaissance en matière de procédure et de ça. Non. Là, je vous parle de institutionnellement, comment est-ce qu'on pose la problématique de réformer la police ou pas, réformer l'IGPN ou pas. Donc du coup, tant qu'il y aura ces liens hiérarchiques, on n'y arrivera pas. Donc au moins, le premier stade, ça serait qu'en matière de violence policière, ça soit un juge d'instruction qui soit saisi, juge d'instruction qui lui enquête à charge et à décharge, mais ça pose quand même des difficultés. Pourquoi, un policier, on va mettre beaucoup plus de temps, alors qu'un manifestant qui jette un caillou... Jaune, comparution immédiate. Alors, en fait, l'explication, somme toute, elle est assez simple. Elle ne plaît pas, mais elle est simple. Le flagrant délit, c'est pour le manifestant, c'est pas pour le policier. Pas sur un pied d'égalité. Non, mais c'est pas eux qui le choisissent, c'est comme ça.
La procédure, elle veut d'abord que, quand vous avez un problème comme ça, vous devez établir la réalité des faits, l'identité du coupable, l'intention, etc. Et puis si ça cadre pas avec le travail du type. Parce que là aussi, le travail d'un policier, enfin, l'intervention d'un policier, elle est très large. Hein. Il a beaucoup de possibilités, y compris dans l'utilisation de la violence. Et ça, c'est pas lui qui le choisit, c'est la loi qui le dit. Donc, par contre, un manifestant ramasse un pavé, le jette sur un policier, il est photographié, ou il est, bon, bref, on établit sa culpabilité, il passe devant un tribunal, il est condamné. Ça, de ce côté-là, il n'y a pas de... La loi aussi, elle le dit. Et donc, on a des lois, à chaque fois, qui disent des choses, et elles sont, entre guillemets, respectées d'un côté, respectées de l'autre. On n'est pas d'accord, ou on peut ne pas l'être, mais c'est comme ça. Alors après, on peut changer la loi. Mais il y a beaucoup de gens qui sont passés par le pouvoir et qui aujourd'hui critiquent tout ça, mais qu'ont-ils fait quand ils étaient au pouvoir? Vous savez, la loi, c'est les parlementaires qui les font. Alors, ce qu'on a fait, on peut le défaire. Donc, je ne cherche pas, vous voyez, à défendre qui que ce soit. J'essaye simplement à essayer d'établir une sorte de réalité, comment ça marche. Après, ça peut ne pas plaire, mais c'est comme ça. On est quand même dans un contexte politique extrêmement vacillant, où on a un État, où on a un pouvoir exécutif qui a besoin de sa police. C'est-à-dire qu'à la fois, on a ce mouvement d'une police qui est le bras armé du politique, et on a aussi une police qui s'autonomise énormément, avec aussi la force des syndicats de police et tout ça. Mais on voit bien que là, on est dans une séquence, un moment, alors je ne sais pas si elle va durer encore plusieurs années, mais où on a un pouvoir exécutif qui doit avoir la police de son côté. Donc du coup, on a des doctrines d'emploi qui sont extrêmement répressives, qui sont, comme vous l'avez dit, de l'ordre du contact. Ce qui le symbolise le plus, c'est le redéploiement des braves, quand même, qui est quand même une brigade de répression par l'action violente motorisée, les anciens voltigeurs. Donc on voit bien quand même qu'on est dans quelque chose qui est dans un usage a priori excessif de la force, et non pas dans justement le fait de contenir certains désordres. On va aller chercher l'affrontement, on va aller chercher le contact, on va aller chercher ce qu'on appelle le saut de debout, le saut de dessus, avec l'intervention des BAC dans la gestion du maintien d'ordre, alors qu'elles ne sont pas formées au maintien d'ordre. Donc on voit bien, c'est pas leur travail. Donc on voit bien qu'on a des doctrines qui sont des doctrines violentes, qui sont totalement déclinées d'un point de vue organisationnel avec les braves, les BAC, avec une surmilitarisation et donc du coup des usages des armes de force intermédiaire qui sont des usages industriels et qui créent des dégâts corporels énormes ces dernières années. Donc on voit bien que là, si on n'a pas ces politiques-là, extrêmement répressives, extrêmement sécuritaires, si on n'a pas la police de son côté, du coup on a un État qui s'affaiblit. Et donc du coup dans l'exemple marseillais de la mort de Zineb, si on va remettre en cause la doctrine du maintien de l'ordre ce jour-là, si on va remettre en cause l'utilisation massive des gaz lacrymogènes et des pavés lacrymogènes aujourd'hui, vous remettez en cause la politique sécuritaire, quelque part. Donc du coup, il y a une symbolique de cet État fort qui passe par une police forte, et donc du coup, il faut pouvoir aussi compter sur eux, et si du coup, on les sanctionne, et si c'est trop visible qu'on les sanctionne, du coup, c'est toute cette architecture-là qui s'effondre. Donc là, on est vraiment dans une séquence où la brutalisation du maintien de l'ordre, ou la surmilitarisation de la police, qui va de pair avec une militarisation de l'espace public, est une des armes, aujourd'hui, d'un pouvoir exécutif qui doit s'asseoir sur cet appareil policier. C'est la place du policier, l'image du policier qui a changé. Font les policiers qui fabriquent des faux documents, c'est pas des faux PV, c'est pas nouveau. D'ailleurs, ça fait partie du problème aussi. L'IGPN est confronté à ce problème-là, c'est qu'il y a de plus en plus, dans certains endroits, pas partout, et ça j'en parle en particulier dans le 9-3, il y a une espèce une espèce de laisser-vrai, peut-être qu'il s'émancipe du droit, tout simplement. Et je trouve qu'il y a ça ment énormément dans les PV. Enfin, l'affaire Michel Zecler, s'il n'y a pas la vidéo, il est en prison actuellement. Sans doute. Il y a quand même un vrai problème en matière de passage à tabac. C'est pas normal qu'à notre époque, on en soit encore là. Bon, surtout que ça n'a pas de sens. C'est hargneux, c'est presque animal.
on ne comprend pas très bien où ils veulent en venir. Bon, torturer les gens au fond d'une cave, on peut imaginer pourquoi que ça sert. Mais là, on peut imaginer à quoi ça peut servir dans l'esprit des gens, mais là, franchement, se déchaîner à 20, 30, des fois, il y a plus de mains qui tapent. Bon. Tout ça, effectivement, n'a pas de sens. Et je pense que le passage à tabac, ça fait partie des problèmes aussi. L'EPV qu'on traficote, qu'on arrange les choses, voilà. Et donc tout ça, effectivement, ça fait qu'il y a des endroits, parce que faut pas généraliser, loin de là, mais il y a des endroits où les gens s'arrogent des droits, les policiers s'arrogent des droits qui ne sont pas les leurs. Et si on ne sanctionne pas durement quand il y a des dérapages comme ça, comment on fait pour que, globalement, l'institution se réforme et que ces dérapages diminuent, si ce n'est disparaissent? Mais d'abord, il faut partir, enfin moi, c'est ce que je pense, c'est que la police, elle n'est pas à l'image de tous, des gens qui violent en permanence le droit. Et moi, je pense que, globalement, la police, c'est fait de gens normaux. Mais ce sont des policiers. Il ne faut pas voir autre chose dans un policier qu'un policier. Si vous cherchez à voir autre chose, vous risquez d'aller de déconvenu en déconvenu. Il ne faut pas. Faire bouger la police, c'est quand même difficile. C'est comme supprimer l'IGPN. Il faut être un peu réaliste. C'est pas en supprimant l'IGPN que vous allez régler le problème des violences policières. Parce que c'est pas un magistrat qui y arrivera plus facilement, surtout quand on voit les délais d'une instruction ou autre chose. C'est pas comme ça. Là, on pourra dire alors pourquoi ils en mettent du temps, ces juges, pour régler le problème. Il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas de juge. Il n'y a pas suffisamment de magistrats. Il n'y a pas suffisamment de greffiers. En moyenne, un juge d'instruction, il a une centaine de dossiers dans son cabinet. Donc quand vous avez déjà 2, 3, 4 dossiers de violences policières ou 2, 3, 4 de dossiers extrêmement complexes, à côté, vous en avez 80, 90 à gérer, qui sont tout aussi importants. Par ailleurs, très souvent, les dossiers qui sont prioritaires dans un cabinet d'instruction, c'est lorsqu'il y a de la détention provisoire, lorsque les mis en examen sont incarcérés. Très souvent, les policiers, d'ailleurs parce qu'ils n'ont pas d'antécédents, parce qu'ils ont des garanties de représentation, parce qu'il n'y a pas des risques de fuite et tout ça, sont placés sous contrôle judiciaire. Donc du coup, d'un point de vue aussi de l'urgence en termes de délai, parce qu'il n'y a pas de détention provisoire, ça fait aussi que ça rallonge les délais. Et puis après, en matière correctionnelle, de la même manière, le temps d'audience est quand même extrêmement réduit. Donc du coup, tant qu'il n'y aura pas davantage d'effectifs du côté de la justice, on sait très bien, c'est un service public qui est extrêmement pauvre, avec des conditions d'exercice extrêmement dégradées. Tant que vous n'aurez pas des juges d'instruction qui seront renforcés, il est tout seul à mener ses interrogatoires, ses confrontations, toutes les investigations. Forcément, la justice va toujours apparaître extrêmement lente. Donc du coup, à la fois des enquêtes compliquées d'un côté, et puis des moyens qui sont donnés à la justice qui sont totalement insuffisants. Les deux combinés, voilà, on a des dossiers d'instruction qui durent 1 an, 2 ans, 3 ans, et qui du coup ne satisfont personne. Qui ne satisfont ni les policiers, ni les magistrats, ni les victimes. Alors que faire? L'IGPN est un service de contrôle interne à la police, et à ce titre, il a des forces, mais aussi intrinsèquement des faiblesses, surtout quand le politique vient s'en mêler. Il est illusoire de croire que l'on peut contrôler la police sans les policiers. Créer ex nihilo un organe externe, c'est prendre le risque d'avoir des enquêteurs qui connaîtraient moins bien la maison et qui auraient donc encore moins accès au dossier. Plutôt que de dissoudre l'IGPN, un certain nombre d'acteurs esquissent des propositions pour améliorer son indépendance. Et surtout, sortir du triptyque parquet, autorité administrative et ministère. S'appuyer sur le défenseur des droits pour faire en sorte que les enquêtes de l'IGPN ne restent plus lettre morte est une bonne piste. Placer ces enquêteurs sous l'autorité d'un juge d'instruction en est une autre, un peu comme la police judiciaire. Bon, quand on connaît les rapports entre la police et la justice, ce n'est pas forcément gagné. Mais avancer sur cette question, comme sur celle de l'usage illégitime de la force, c'est avant tout une question de choix politique. L'IGPN, c'est au mieux un thermomètre, et même si le thermomètre est défectueux, ce n'est pas en le cassant qu'on fait tomber la fièvre. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne en activant la cloche. Nous sommes également présents sur Twitter, Facebook, Instagram et Twitch. Et surtout, si vous le pouvez, soutenez-nous financièrement sur blast-info.fr. On vient de lancer notre campagne de financement de fin d'année et les dons sont défiscalisables à 66%. Une affaire. Merci encore à tous pour votre soutien et moi je vous dis à bientôt.